C'est bien reparti alors. Votre invité ce matin, c'est Bernard Clairfailly, secrétaire d'État FEDEF. Oui. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, je vous laisse continuer. Merci Philippe. Et en tout cas, on vous accueille évidemment avec plaisir, contrairement à ce que Philippe peut nous laisser croire. Bonjour, j'espère qu'il ira mieux. Oui, il ira mieux, effectivement. Bernard Clairfailly, commençons par parler du FDF. Olivier Minguin gagne à lui seul 18 000 voix de préférence. Il atteint quasi les 63 000 voix, un score impressionnant à Bruxelles. Damien Thierry est élu. Il triple son score personnel. Pour le FDF, c'est une victoire. 3 députés MR sur 5 sont FDF. Oui, de fait, le FDF a été l'élément, je dirais, moteur de résultats du MR sur la région bruxelloise. Vous l'avez dit, 3 élus sur 5, c'est un peu inespéré. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perde un élu. On aurait préféré conserver les 6. Donc voilà, ça signifie en tout cas que les électeurs de Bruxelles et autour de Bruxelles ont entendu le message de fermeté que nous donnions sur la question du respect de la dignité des francophones autour de Bruxelles et dans Bruxelles. Le FDF totalise plus de 50% des voix de préférence du MR. Sur le plan personnel, comment expliquez-vous votre recul? Vous perdez 3 000 voix de préférence approximativement. Oui, mais donc beaucoup de candidats perdent des voix sur la liste, sauf ceux qui étaient très très profilés sur les enjeux communautaires, comme Olivier Minguin, les 3 bourgmestres de la périphérie qui étaient sur les listes, et donc qui ont attiré, je dirais, toute l'attention, à la fois de la campagne et sans doute des suffrages. Et donc moi je fais un petit tassement de quelques milliers de voix, mais ça ne m'a pas empêché d'être élu à la dernière place, ce qui est quand même toujours un joli record. Le FDF a mené une campagne extrêmement lisible sur le plan institutionnel. On le disait en analyse sur Twiz, le FDF plaît à Bruxelles, pas sûr qu'il plaise en Wallonie. Qu'est-ce qu'il y a peut-être des plus en Wallonie? C'est le FDF ou ce sont les thèses institutionnelles qui ont trouvé très peu d'écho? Moi je crois qu'il y a un sérieux tassement du MR partout, beaucoup en Wallonie, un tout petit peu à Bruxelles. Je crois que c'est lié à des questions générales de la positionnement et de l'image du MR. J'ai entendu à l'inverse des électeurs, je connais des amis en Wallonie qui m'ont dit dommage qu'il n'y ait pas de FDF sur la liste MR en Wallonie, car nous aurions alors voté pour le MR. Et donc, je ne crois pas que la présence du FDF ait coûté au MR. Au contraire, je pense qu'elle a rapporté, ou aurait pu rapporter plus encore au MR si on était plus présent en Wallonie. 7h36 à ce stade, au MR, on cherche à comprendre ce qui arrive, encore que l'explication interne paraît limpide. Le président fera un pas de côté après la formation du nouveau gouvernement de Gianni. Et on va parler du FDF et du positionnement du FDF en Wallonie. Avant cela, 2 crises, une institutionnelle, l'autre économique, un président contesté et le PP qui fait la course sur la droite. C'est de l'analyse que vous faites en interne, Bernard Clairfailly? Oui, donc il n'y a pas une cause, il y a plusieurs causes, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs éléments. L'image du MR restait encore un peu troublée par la crise interne qu'on a connue il y a à peine quelques mois, qui n'était pas encore terminée. Nous avions entamé un programme de refondation politique. On annonçait ce printemps des travaux, le printemps des réformes. On travaillait sur une refondation de la doctrine, des messages, des programmes. La chute du gouvernement est arrivée trop tôt, je dirais, par rapport à nos efforts de clarifier cette image. Et donc, ça n'a pas permis d'exprimer pleinement ce que le MR avait apporté dans le débat politique. Didier Reynders a confirmé hier qu'il organisera des élections après la formation du prochain gouvernement. Il ne se présentera pas comme président. Le président du MR a voulu, dès l'analyse des résultats, en fait, ne pas ajouter de la tension aux résultats négatifs. Quelle sera la place du FDF demain? On va parler franchement, on sait que le MCC vous jalouse à certains moments. À Bruxelles, manifestement, Olivier Minguin prend le leadership compte tenu de son score de préférence. Quelle sera la situation demain pour le FDF, selon vous? Nous comptons rester un partenaire actif au sein du MR sur la place bruxelloise et nous allons démontrer que nous avons également des soutiens en Wallonie. Donc nous comptons à l'intérieur du MR continuer ce travail solidaire avec tous les autres pour permettre au MR de mieux faire passer son message. On l'a dit, certains candidats des candidats FDF ont voulu se présenter en Wallonie. Il n'y a pas eu d'accueil véritablement favorable du MR. Un accueil plutôt réservé, si vous me permettez l'expression. Oui, mais donc on n'a pas souhaité mener ce débat maintenant, c'est encore un peu trop tôt. On a eu spontanément des Wallons ici et là qui nous rejoignaient et ont souhaité créer des sections locales dans de plus en plus de villes ou de sections de Wallonie. C'est l'amorce de quelque chose, c'est l'explication c'est la preuve qu'il y a un frémissement, une volonté de beaucoup de gens de rejoindre le FDF, mais c'était beaucoup trop tôt maintenant pour présenter des candidats déjà sur des listes pour les élections fédérales. Sans doute serons-nous présents dans beaucoup de villes et communes en Wallonie pour les élections communales. Olivier Minguin le déclare aujourd'hui dans
l'ADH, compte tenu de son score, il faudra accepter, dit-il, qu'il y a une personnalité qui peut peut-être avoir un rayonnement significatif sur Bruxelles. On a parlé du positionnement voici quelques instants. Puis autre déclaration, le MR doit s'ouvrir aux candidats issus de l'immigration, déclare-t-il encore ce matin dans l'ADH. Mais je suis très heureux de ça. Ça fait longtemps que je plaide au sein de ma formation pour dire qu'il y a une sociologie bruxelloise particulière dont il faut tenir compte. Il y a des réalités dans les quartiers et il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui jouent un rôle de plus important dans la vie sociale, dans la vie économique, qui réussissent leur projet de vie. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas également en politique et il faut que le MR soit plus ouvert à ces réalités-là. Pourquoi faut-il le dire ? Il faut le dire parce que tout ce qui est vrai doit toujours être dit. Il n'y a pas de raison de ne pas dire les choses et c'est important qu'au MR on accorde une importance relative à l'importance nécessaire à cette réalité. Alors regardons vers la Flandre maintenant. Bart De Wever est incontestablement l'homme qui focalise l'attention des médias. Il était hier chez le roi, Johnny. 1h30 d'entretien pour Elio Di Rupo, 45 minutes pour Bart De Wever. Aujourd'hui un discours prudent. Encore que je vous conseille l'interview qui paraît dans La Libre ce matin. Le président de la NVA se déclare ouvert, mais ne retire absolument rien à ses propos sur Bruxelles. Alors vous avez côtoyé Bernard Clairfailly, Bart De Wever, au moment de la tentative de formation de l'Orange Bleu. Comment était-il ? Mais on sait que c'est quelqu'un de très radical. Alors en 2007, il ne jouait pas un rôle premier. Il accompagnait la délégation CDNV. Et la négociation a été, tout le monde l'a dit, assez mal engagée par Monsieur Le Terme, qui pensait qu'en 2-3 minutes, les francophones allaient se plier aux volontés qu'il exprimait et que Monsieur Bardewey veut rappeler avec encore plus de brutalité. Il n'a pas ménagé les provocations non plus dans la campagne. On a entendu quelques phrases récentes dans lesquelles il semblait dire qu'il ne réaliserait pas tout son programme, qu'il était pris au compromis. Il faudra voir à l'usage ce qu'il est prêt à accepter. Il y a des choses qu'il a dit qui sont clairement pour nous inacceptables. Sa proposition sur Bruxelles, qui n'aurait plus le droit, les Bruxellois n'auraient plus le droit d'appartenir à une région ou de gérer eux-mêmes leur destin, c'est quand même totalement scandaleux, irrespectueux de la démocratie. On ne peut évidemment pas s'engager dans une discussion dans ce sens-là, ni accepter la scission de la sécurité sociale ou des choses qui sont fondamentales à l'unité du pays. On peut par contre pleinement discuter sur les transferts de compétences aux régions. Là-dessus, les francophones sont très ouverts et donc j'espère qu'on pourra avoir une discussion dans un cadre qui ira vers un consensus. Si on est ouvert au transfert de compétences, ça signifie que le FDF est prêt également à négocier, serait prêt à négocier avec Bart De Wever, à ouvrir la discussion. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, c'est pas nous qui le souhaitons, c'est pas nous qui l'avons invité, c'est lui qui s'est invité par son score, et donc il est là, c'est une réalité, donc il faudra négocier sans doute avec lui et d'autres partis francophones. Il faut pas croire que Bart De Wever est le seul à porter un projet confédéraliste en Flandre. Le VLD, le CDNV et le SPA à des degrés divers le portent également, donc quel que soit le partenaire flamand que l'on a, on a cette demande-là. Dans le précédent gouvernement pendant 3 ans... Vous dites effectivement un point, enfin une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui le rapport de force est inversé. C'est la NVA qui recherche un allié. Alors, de fait, il y a un rapport inversé entre le CDNV et la NVA. Auparavant, c'est la NVA qui était le petit caillou dans la chaussure du Exactement. CDNV. Maintenant, on a le sentiment que c'est un peu le CDNV qui va jouer le rôle du caillou dans la chaussure de la NVA. Et donc, on verra dans quelle mesure ce conflit intra-flamand pèse ou ne pèse pas sur l'avenir de la Belgique. Un mot encore de l'Open VLD qui semble avoir perdu au poker. L'électeur flamand n'a pas apprécié l'attitude d'Alexander De Croo, mais qui fait quand même une belle entrée au Sénat. C'est un peu là une analyse bizarre du scrutin, mais c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, mais donc comme chef de file de son parti et soutenu par les militants dans cette stratégie électorale-là, qui a été perdante pour eux, mais soutenu par son parti, il fait évidemment, comme tête de liste, un beau score en voie de préférence à titre personnel. Il fait son entrée au Parlement, au Sénat. Il n'était pas un homme politique, il était un homme politique assez nouveau jusqu'à présent, donc on le verra au Sénat. Maintenant, son parti a payé aussi, comme le CDNV, leur participation au pouvoir et un discours où les Flamands ont un double discours. À la fois, ils veulent gérer ce pays et en même temps, ils ont un discours totalement flamand, anti-belge. Et donc maintenant, ils sont tombés tous les deux dans le piège qu'ils avaient creusé. J'ai l'impression que vous avez un goût amer en bouche. Tous les francophones n'ont jamais compris pourquoi il fallait maintenant tomber sur BHV. On sortait d'une crise financière, on est dans une crise économique, il y a des enjeux de ce type-là qui ont un contenu communautaire. Quand on les discute en Belgique, il ne faut pas croire, dans les débats au sein du gouvernement, les enjeux sont souvent communautaires. Mais nous étions dans un consensus pour trouver des solutions à ces enjeux-là. On devait par exemple discuter de la sécurité à Bruxelles, grand thème important qu'on a un peu oublié dans cette campagne. Et on est tombé pour la question de BHV. C'est un peu incompréhensible parce que nous sommes, nous francophones, pas demandeurs d'une scission de l'arrondissement de BHV.
dommage. Mais... Merci Bernard Clairfailly, bonne journée.